l'institution. On est dans un pays le Luxembourg, qui n'a pas d'université, enfin qui n'en avait pas jusqu'à très peu de temps. Donc on n'a pas d'école d'architecture au coin de la rue, on n'a pas d'étudiants, on n'a pas vraiment non plus une scène architecturale, comme on peut en avoir dans des grandes capitales européennes. Et donc on est dans une sorte d'environnement assez ouvert, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à inventer, mais aussi pas forcément toujours les structures, les infrastructures qu'on a pu rencontrer par ailleurs précédemment. Alors les images qui circulent ici derrière sont des images d'une recherche que Carole a menée au Berlin Institute et ensuite qui a été exposée dans l'expo Mutations, avec, vous avez sans doute connu à l'époque, à Bordeaux. Carole a cofondé le groupe Multiplicity avec Stefano Boeri à Milan, elle a travaillé à Milan. Et ceci, c'est un travail sur les frontières, c'est un travail sur les régions transfrontalières en Europe, donc c'est le cas à Strasbourg aussi. Et ça a été un travail de fin de master, mais qui avait été préparé par d'autres publications, d'autres recherches qu'on avait pu faire, et qui a été très important pour nous. Ça nous a vraiment permis de faire émerger des valeurs. Donc, je reviendrai sur cette idée de valeurs par défaut. Donc des valeurs qui pouvaient nous sembler propres à ce territoire ou anti-territoire transfrontalier dans lequel on évolue. Donc, on a vu passer par exemple des indices, c'est de travailler une architecture qui ne serait pas symbolique, qui ne serait pas matérialisée par des formes centralisées, mais plutôt de travailler sur des choses qui n'appartiennent pas forcément à l'architecture, des éléments de matière, des éléments immédiats, des éléments aussi de réalisme qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est clair qu'on a vu les dernières années on a beaucoup travaillé pour essayer de se raconter, de s'expliquer le contexte dans lequel on fonctionne. Pas se tromper, par exemple en 2005 on s'est installé à Luxembourg, de ne pas commencer à raconter par exemple à partir de ce moment-là une histoire qui ne serait pas la nôtre, ne pas raconter l'histoire d'un bureau qui serait devenu luxembourgeois du jour au lendemain, alors qu'en fait on a toujours été, tous les 2 ou 3 ans on changeait de ville, on changeait de pays, et qu'on pense bien que ça risque de continuer d'une façon ou d'une autre pour nous. Alors bien sûr on a travaillé au Luxembourg, ceci c'est le premier projet qu'on a fait en 2001. Je pourrais revenir là-dessus. On était un collectif à l'époque, le bureau depuis 2005, et bien sûr, on a préparé cette fondation dès 2001. C'est un propriétaire, un ami de la famille de Carole, qui nous a demandé de faire simplement une vision, alors que nous étions à Rotterdam, de faire une vision pour un des terrains qu'il avait dans une zone qui était un peu en attente d'aménagement, qui ne pouvait pas être redéveloppée réellement, pour encourager la ville de Luxembourg de commencer quelque chose, de commencer une réflexion sur ce terrain. Alors, c'était une démarche privée. Nous, on était très jeunes à l'époque. On travaillait par ailleurs dans des agences plutôt d'urbanisme aux Pays-Bas. Donc, on avait acquis déjà un certain, réalisme, une forme d'envie de faire aussi sur des échelles comme ça. Alors, ça a été présenté à la ville de Luxembourg de façon stratégique, de façon spontanée. Et ça, je pense que ça a lancé très rapidement, y compris la démarche un peu sensible, qui n'était pas très habituelle chez les promoteurs ou les propriétaires privés de Luxembourg. Ça a lancé un climat assez positif à Luxembourg, et la ville a décidé d'organiser un concours international d'urbanisme. Alors, on nous a demandé d'organiser ce concours nous-mêmes. On s'est retrouvé en une situation un peu particulière. On s'est trouvé en position d'assistant de la maîtrise d'ouvrage. Donc, on a appris ce métier aussi. Ça se présente, on prend. Ça, vous allez voir, en général, ça se passe comme ça. On met un pied dans quelque chose, on ouvre une porte, et quelle que soit donc, il s'agit pour l'international d'urbanisme, donc c'était une première, il n'y avait pas eu de concours comme ça au Luxembourg, véritablement depuis une ou 2 générations. Donc il faut s'imaginer ce que ça peut signifier pour les tout jeunes architectes qui débarquent un peu dans cette situation. C'était vraiment très bien, ça s'est très bien passé. On a fait venir aussi des architectes d'une nouvelle génération, mais de différents pays européens qui ont participé. On a fait toute cette analyse, on a eu un vrai débat sur ce projet. Et cette zone qui s'appelle, donc que je n'ai pas nommé encore, qui s'appelle la Porte de Molrich, finalement a trouvé un lauréat donc avec un projet de plan directeur qui actuellement, depuis lors, a été approfondi et vient d'être voté par le Conseil communal de Luxembourg.
Alors, suite à cet épisode, on n'était pas content. On était très content, en même temps on était frustré, parce que le périmètre, toute l'étude qu'on avait fait, on avait fait un dossier de base sur ce concours, n'avait pas été étudié par les concurrents. C'était fou, évidemment, ils avaient beaucoup trop d'hectares à étudier, mais nous, on n'était pas contents, donc on a décidé de travailler sur le sujet de la grande zone, et on a proposé 3 mois plus tard à la ville un projet alternatif, en fait spontané, non rémunéré, sur une zone beaucoup plus élargie. Et un des sujets de cette étude, c'était de dire, bon, la porte de Holrich, elle est au sud-ouest de la ville. C'est une zone d'extension, de densification sur des anciens terrains d'activité. Mais en réalité, pour nous, la vraie façade, c'est le point 2, la Concorde. C'est l'autoroute qui vient chez vous. Hein, c'est l'autoroute qui vient de Bruxelles, qui descend dans le sud de l'Europe. Et le vrai visage de Luxembourg, en fait, pour l'instant, il n'existe pas. C'est un corridor vert, en fait, on n'aperçoit pas qu'on traverse une capitale européenne. On a posé la question de quelle serait à terme l'image, la façade de la ville sur cette autoroute, et quel serait le lien entre cette façade autoroutière et le centre. Un sujet qu'on avait très peu vu et étudié par les concurrents, c'était la topographie. On a aussi fait une maquette que je n'ai pas ici en photo, mais on a fait une maquette composée de plusieurs centaines de couches de papier, avec une topographie très très précise qu'on a présentée, qui était comme un objet d'exposition. C'était plus une façon de dire faites attention, il y a des projets qu'on a vus qui allaient du droit dans des situations qui ont donné finalement des rapports d'échelle qui ne sont pas sensibles. On a aussi fait des propositions programmatiques. Il y a un grand débat sur le stade de Luxembourg, le stade national. Aujourd'hui, c'est très symptomatique. Le stade national, il va être construit par une boîte privée avec un shopping center. Donc, tout l'enjeu symbolique, on avait à la fois mesuré. On s'est resté évidemment en lettres mortes. Ce projet n'était pas fait pour être appliqué, mais c'était bien sûr une façon de montrer notre intérêt pour ce terrain, principalement, pour ce territoire, qui est devenu un peu notre territoire. Hein. On s'est un peu approprié vu plus tôt, qui est cet opportunisme territorial. On est de nulle part, mais quand quelque chose nous intéresse, on s'y accroche. Alors, le même promoteur dont je parlais tout à l'heure nous a pas... ça s'est bien passé tout ça, donc on a continué à travailler avec ce monsieur. Et il nous a demandé de travailler assez rapidement aussi sur un projet de résidence dans une commune tout près de la zone de Holrich, juste à côté. Donc ça a été un peu notre premier projet de résidence pour un promoteur. Et en fait, ça s'est à la fois très bien passé au niveau du projet. On a pu aboutir assez vite à des choses qui étaient très prometteuses. Il y avait une phase plutôt urbanistique, un plan d'aménagement particulier qui s'est très bien passé. Mais assez rapidement, les associés de ce monsieur nous ont estimé que c'était une architecture trop... comment ont-ils dit ? Ils ne voulaient pas construire un musée, ils ne voulaient pas construire un Guggenheim. On a entendu des choses assez marrantes. Alors on s'est rendu compte qu'on était tombé, on s'est rendu compte qu'on était au Luxembourg en fait. Hein, je ne vous ai pas mis la photo de ce qui a été construit en réalité, mais ces années-là ont été très importantes parce qu'on s'est rendu compte qu'il allait vraiment falloir repartir, je ne dirais pas à zéro, mais il allait vraiment falloir faire preuve de beaucoup d'obstination, de pédagogie, et qu'on n'allait pas trouver des maîtres d'ouvrage, que ce soit privé ou public, on n'allait pas en trouver à tous les coins de rue qui allaient nous permettre de faire l'architecture qu'on avait en tête. Hein. Donc on n'a pas de ministère, on n'a pas de liste de jeunes architectes, etc. au Luxembourg, donc c'est vraiment ça se passe comme ça, je dirais. Donc on a vraiment essayé dès le départ de marquer l'intention, de marquer notre ambition de bureau, alors qu'on n'était presque rien. Et ça a été au clash une première fois, et vous allez en voir d'autres qui sont allés aussi dans les tiroirs et qui ne seront donc jamais réalisés. Et ça fait maintenant quelques années qu'on procède de la sorte et qu'on essaye, bien sûr, vous allez voir, il y a des projets qui sont en cours et où il faut faire la part du réalisme dans cette affaire, mais il y a tout un jeu comme ça d'essayer de faire monter notre potentiel de création architecturale avec nos clients ensemble d'une façon très complice en fait, hein, même si c'est pas toujours évident. Bon là l'enjeu de ce projet, c'était un projet sur une route nationale, donc une entrée de ville, et on a essayé de proposer une esthétique qui en fait nous semblait parfaitement naturelle, mais que vous voyez là, et qui a provoqué un rejet très, très violent, bizarrement. Et alors on s'est dit que c'était sans doute quelques années trop tôt, et en effet, on voit apparaître, après quelques années, il y a eu de très bonnes années au Luxembourg entre-temps, et
la qualité de la production architecturale est en train d'évoluer, quoi. Alors, il y a un autre mot. Oui, alors ceci, c'est encore un projet pour ce même opérateur. Ça va se réaliser. Donc vous voyez tout de suite, l'esthétique est beaucoup plus carrée. C'est un projet de bâtiment à basse énergie. C'est un projet pour le marché. C'est vraiment un projet de bureau spéculatif. Donc dans un contexte comme aujourd'hui, ça veut dire que c'est un projet quasiment pauvre, hein, au niveau c'est presque de l'arte povera. Je veux dire, on travaille vraiment avec des solutions qui sont toutes les solutions standards. Alors là où je veux en venir quand je montre un projet comme ça, c'est un de nos 2 ou 3 projets qui font tourner le bureau pour l'instant. Et c'est un projet qui nous a permis de nous confronter à ce qu'on a appelé les valeurs par défaut. Donc c'est un peu de ça aussi que je voudrais parler aujourd'hui. Il y a certains projets qu'on peut faire, et ça nous intéresse de montrer ça tel quel, d'une façon assez crue, qu'on peut presque faire avec un travail donc, de sorte de réalisme, un exercice de traduction de contraintes, donc bien sûr réglementaires, de contraintes énergétiques, mais aussi de vision du marché. Donc, ce projet, pour nous, par exemple, c'est un projet qu'on trouve pas forcément entièrement satisfaisant du point de vue esthétique, mais qui est par contre très intéressant d'un point de vue presque journalistique, d'un point de vue d'un réalisme architectural. Je reviendrai là-dessus aussi. Alors le projet qui est ici, c'est un peu dans la même veine. C'est un concours qu'on a mené à Zurich, sur le campus de l'ETH. C'est un projet de logement pour des étudiants. Et c'est intéressant parce que on a fait ce projet pour se familiariser avec les normes suisses en termes d'énergie, justement. Toujours cette idée de valeur par défaut. Ce qui nous intéresse, c'est de rentrer avec réalisme dans un maximum d'éléments de contraintes qui diffèrent, comme vous savez, d'une région européenne à l'autre, d'un pays à l'autre, et qui diffèrent à chaque fois qu'on traverse une frontière. C'est pas du tout anodin, parce que les normes suisses sont appliquées au Luxembourg dans le domaine énergétique et deviennent des éléments de référence dans les portfolios des agences, par exemple. Alors c'est intéressant de savoir qu'il y a eu, je ne sais pas combien, il y a eu plusieurs dizaines de participants à ce concours, je crois 70 participants, et les 10 premiers bureaux étaient basés à Zurich. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réalité européenne. Donc je pense que nous, on était dans les années... Quand on était étudiant, quand on était en train de préparer le diplôme, c'était la fin des années... c'était le milieu des années 90. Et on était encore dans l'époque de 92, dans l'ouverture des frontières. Hein. Donc c'est un truc, pour nous, ça a été un truc très important. On s'est projeté dans le métier d'architecte en se disant, on va circuler, ça va circuler, on va nous-mêmes pouvoir voyager, on pourra travailler et faire des projets dans plein de pays. On l'a fait directement. Carole était étudiante à Amsterdam, j'étudiais à Paris, et on a lancé cette dynamique. Mais il est évident, on n'est pas les seuls Européens à l'avoir ressenti, qu'on a aussi ressenti une certaine désillusion par rapport à la réalité vécue de l'Europe, de ce franchissement des frontières, et on a pris conscience de plus en plus des enjeux effectivement de pratiquer l'architecture, une architecture européenne en fait. Hein. Cette idée d'une architecture européenne, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est plutôt un repoussoir? Est-ce que c'est quelque chose qui est creux? Ou est-ce qu'on peut faire ça? Donc, bien sûr, puisqu'on ne fait pas une architecture luxembourgeoise, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Comment ça pourrait s'appeler, quoi? Donc la particularité de ce projet, c'est que les toitures étaient en pente, et en fait ces toitures étaient entièrement couvertes de cellules solaires, suivant un produit qui n'est pas un produit posé sur une toiture, mais qui est une couverture de toiture en soi. Hein. Donc c'est un produit qu'on a découvert chez un fabricant, de nouveau un luxembourgeois, un voisin, qui avait décidé, c'est un ingénieur, qui a décidé de lancer une usine de fabrication de produits solaires, de toitures, mais disons qui sont des produits, des panneaux qu'on pose comme des tuiles, si vous voulez. Hein. Donc des produits intégrés. Donc nous, on avait dit, on va prendre ce système, on l'a étudié chez lui, sur sa ferme, il a fait une grande toiture prototype, qui est pas loin de son usine, et on l'a mis sur ce projet suisse. Ça n'a rien donné, mais c'est pas grave, ça nous a permis d'étudier, avec des ingénieurs en technique spéciale, d'étudier un bâtiment qui pouvait être producteur d'énergie, et donc aujourd'hui, c'est une référence. L'ingénieur dont je parle, il habitait à peu près à 300 mètres, disons, de ce bâtiment, dans un village au Luxembourg. Donc on l'a rencontré en faisant ce projet.
c'est un projet de le petit bâtiment qu'on a vu apparaître dans le montage, c'est en fait une ancienne porcherie, hein. Donc il y a un corps de bâtiment de ferme au deuxième plan, qui était l'immeuble des propriétaires. Et le bâtiment à l'avant-plan, ça a toujours été une porcherie, ça a toujours été vraiment le bâtiment utilitaire. Ça a été construit pendant la guerre ou juste après la Deuxième Guerre mondiale. La famille, la grand-mère est décédée, elle a fait un don à ses petits-fils, ses petits-enfants, ses petites-filles d'ailleurs, qui ont décidé d'en faire une maison familiale. Hein, donc de créer autour de cette cour un lieu pour leurs enfants, pour passer les vacances et les week-ends. Ils nous ont demandé de rénover cette maison. Alors, pour nous, cette maison, c'est un projet qui nous est très cher parce que, comme vous avez pu voir, il est tout blanc. Il est tout blanc dans une région qui est une région agricole, assez, je dirais que c'est une région qui est assez peu dense. Hein, et ce qui est très curieux, c'est qu'on a pu construire ce projet qui, sans doute, dans d'autres contextes urbains, serait assez commun, mais qui, dans ce contexte-là, n'était pas du tout attendu et qui a suscité des réserves et des oppositions fortes. Hein. On a pu le construire néanmoins sans grande difficulté, sans doute parce qu'il était bien caché dans le fond d'une vallée. Et pourquoi on l'a construit comme ça? Pourquoi on lui a donné cette image un peu blanche, un petit peu, ça nous faisait penser un peu à des monastères d'îles grecques ou à ce genre d'image. On voulait en fait lui donner une intégrité, d'une part, par rapport à l'autre immeuble. On voulait donner à ce bâtiment utilitaire une dignité. Et par ailleurs, on ne voulait pas donner à ce bâtiment... on voulait que ce bâtiment ressemble à ses occupants. Voilà. On voulait que ce bâtiment ressemble à ses occupants. Donc on fait un travail sur la ressemblance, on fait un travail qu'on appelle aussi à nouveau un travail de réalisme. On essaye qu'il y ait une ressemblance réaliste entre un immeuble et ses occupants. Or les occupants qui voulaient transformer ce bâtiment sont des urbains, c'est des gens qui habitent dans le sud du pays, dans une ville industrielle. Et on leur a fait un loft. On a appelé ça le loft dans le pré. Hein, le loft est dans le pré, voilà, c'était un peu ça l'idée. Et on a fait ce bâtiment comme s'il était situé au milieu de la ville industrielle où ils habitent le reste de la semaine. Et bon, évidemment, comment dire, comme c'était fait pour eux, comme ça leur ressemblait, cette maison est devenue directement un lieu de vie incroyable. On rêverait d'avoir effectivement à 3 ou 4 familles avec tous les enfants un lieu comme celui-là. D'ailleurs, on y va très souvent. C'est un lieu qu'on fréquente régulièrement. Donc il y a toute une grammaire dans ce projet de l'existant, de ce qui a été conservé et ce qui a été rajouté. On leur avait conseillé éventuellement de réfléchir, de démolir peut-être ce bâtiment, d'en faire un nouveau. Il n'en était pas question, c'était un cadeau de leur grand-mère qui leur était cher, donc il fallait garder ce bâtiment à tout prix, ce qui nous a obligés par exemple à faire des reprises en sous-œuvre de 60 à 70 cm, donc de reporter l'ensemble du bâtiment sur des fondations qui n'existaient pas. Donc c'est un projet qui, par sa dimension en fait sensible, sa dimension affective, a pris des proportions qui vont bien au-delà, je pense, même du visible. Bon, il y a des choses qu'on voit, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites simplement pour des raisons presque émotionnelles. Donc c'est un projet qui pour nous est un projet très subjectif et c'est un projet qui nous ressemble aussi. Alors le deuxième chapitre, comme on vient de voir là, c'était pour passer d'un chapitre où on parlait un peu de cette approche territoriale, donc des gens qui sont européens aujourd'hui, qui traversent les frontières ou qui habitent dans deux paysages en étant eux-mêmes. Ce chapitre 6, je voudrais vous parler un peu de cette idée de réalisme. Bon. On a commencé nos études, on a terminé nos études en s'intéressant à Euralil. Ouais. Bon, on a fait notre diplôme là-bas. On a fait un projet à Lille, à l'époque où on a fait ça ensemble avec quelques autres amis étudiants. À l'époque où Euralil était dans le creux de la vague, il y avait une crise économique et plus personne ne voyait vraiment un avenir pour ce projet. Alors nous on a pris ça, cette situation nous a intéressés. Donc on lisait beaucoup Venturi et d'autres auteurs à l'époque, comme vous voyez. Donc on a essayé d'avoir une approche à l'époque qu'on a déjà nommée réaliste et on a projeté
de la programmation, on a projeté de l'animation sociale, de la vie sur un paysage sans moyens, donc sans avoir de matière architecturale, puisqu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de développeurs intéressés à l'époque. Et c'était bien avant que le bois habité, que tout le projet qu'on connaît maintenant soit à l'ordre du jour, à l'époque où il n'y avait vraiment plus rien. La SEM était quasiment, la société d'aménagement était quasiment au ralenti, il n'y avait plus grand-chose. Donc on a fait ce projet, c'était notre projet de fin d'études, on l'a exposé dans le bâtiment de Jean Nouvel à l'époque, on a fait un débat, sur la colonne là, c'est la retranscription d'un débat avec Rem Koolhaas. Donc ce qui était très bien à l'époque, c'est qu'on a pu présenter notre diplôme face à Rem, comme on dit, hein. Et on a eu un vrai débat, c'était vraiment un moment très fort pour nous, ça a été aussi un moment de démarrage dans notre carrière, parce que on avait fait ça un peu contre l'école aussi, on a un petit peu fait ça à l'initiative, je dirais. Ça va un peu vite, mais bon, en gros c'est ça. Vous imaginez bien que c'était aussi beaucoup plus que ça. Quelques années plus tard, la SEM Euralil a lancé un projet de logement avec un siège de région sur cette deuxième partie du projet. Et certains savaient qu'on avait travaillé sur ce site et qu'on avait beaucoup documenté ce territoire-là. Et donc on nous a demandé de participer à un concours pour concevoir l'identité visuelle d'Euralil 2. Alors on s'est trouvé embarqué avec des graphistes qui nous avaient concernés, qui nous avaient invités pour ce projet. Et on a gagné ce concours bizarrement. Donc on était tout frais, hein, on était même pas, la société n'existait même pas encore, le bureau n'existait pas vraiment. Et on a gagné le concours. On était chargé de définir l'identité visuelle d'Euralil 2. Alors c'était complètement incroyable pour nous parce que c'était un petit peu, on était un peu chargé de corriger tout le discours koolhaasien qui avait été tellement médiatisé, discuté, etc. Dans les années 90. Et on l'a fait, donc on a rédigé des textes, on a défini des slogans, on a défini une identité visuelle. Et tout ça a été installé en site, in situ, pendant les chantiers qui maintenant sont terminés, je pense. Je ne suis pas allé là depuis un an ou deux, mais et donc c'était en fait une installation provisoire qui avait vocation de dire au public ce qui avait changé dans Euralil en fait, entre les moments 89, 88 du gros impact théorique et de la grosse prise de projet du départ, et puis ce creux de la vague et le renouveau, quoi. Donc on a fait tout un travail sémantique, c'est un travail visuel, et pas mal de nos expressions sont passées dans le langage technique, dans le langage communicationnel d'Euralil, et bien que nous on n'est plus là, ça a fait son petit chemin. Donc c'était une expérience assez intéressante. Je dois dire qu'à l'époque, Carole avait travaillé pas mal dans le domaine de la recherche culturelle et puis des expos, des grandes expos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, j'étais rédacteur en chef d'une revue d'architecture à Bruxelles, qui s'appelle A+. Donc on avait très clairement un intérêt pour la communication culturelle, on avait très clairement un goût pour ça, on travaillait volontiers avec des graphistes, et on le fait toujours. On a fait un énorme travail iconographique, de recherche. J'ai beaucoup rédigé tous ces textes destinés aux riverains, etc. Donc c'était. Puis bon, ça nous a permis de rencontrer pas mal de gens dans l'aménagement en France. C'était un petit peu. D'ailleurs, à ce jour, ça reste notre seul vrai projet en France, hein. On n'a pas fait d'autres projets jusqu'à présent. Bon, il y avait Europan, donc un peu après, le site de la gare Saint-Sauveur faisait partie d'un Europan, donc on l'a fait. C'était juste à côté du bois habité, donc c'était une occasion de positionner un peu, de se tester un peu à une autre échelle en tant qu'urbaniste. On n'a absolument pas gagné ce concours. On nous a dit mais pourquoi vous ne faites pas des belles images, hein? C'est un peu ça qu'on nous a expliqué. Alors on avait fait des images un peu trop blanches, un peu trop carrées. Sans doute que c'était un petit peu trop abstrait et schématique, et donc ça m'amène à un sujet qu'on pourrait aussi évoquer. En préparant cette conférence, on a beaucoup discuté pour essayer de trouver un peu quelques mots-clés qu'on pourrait utiliser. Et un mot-clé, c'était le réalisme, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et l'autre mot-clé, c'est dans la peinture, il y a le réalisme, il y a l'abstraction. Donc comment l'abstraction et ce réalisme peuvent être en tension dans un travail. Et je pense que chez nous, c'est très clair. On a toujours ce débat, qui est un peu un débat aussi entre Carole et moi, entre une tendance à l'abstraction, une recherche sur des nouvelles typologies, mais
qui forcément prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'énergie pour sortir des typologies qui nous paraissent vraiment différentes. Et puis un travail sur la ressemblance, sur l'illusion, sur le visuel, sur l'optique, hein, qui serait plutôt du côté du réalisme. Et ce balancement entre les deux, je pense que ça prend en fait. Bon, on se voit aujourd'hui, on est encore jeune, donc c'est un peu ce qu'on vous montre, c'est pas très, c'est des choses qui sont en cours, donc mais on sent bien qu'il y a cette tension entre ces deux pôles et que ça nous fait avancer, quoi. Alors bon, on a présenté ce projet de Rallye 2 au Luxembourg et on nous a demandé de faire la même chose en beaucoup plus grand sur un site, un ancien haut fourneau d'Arcelor à Esch-sur-Alzette. C'est un terrain qui est sur la frontière avec la Lorraine. Et ça fait à présent 3 ans. Ceci, ce sont quelques images, il y en a beaucoup plus entre-temps, mais on a développé pour ce terrain de 200 hectares une gamme complète d'images, de mots, de visuels, d'éléments d'orientation. On a pris en compte la circulation provisoire dans les chantiers, hein, donc le concept, on a pris en compte l'orientation, comment faire une image complète d'un chantier qui va durer 20 ans, donc comment donner des points de repère imaginaires pour que les gens puissent s'approprier ce territoire. On a continué à faire des projets plutôt des projets d'aménagement provisoire événementiel. On en a fait quelques-uns, mais ça n'a pas forcément d'ailleurs donné grand-chose d'opérationnel, mais enfin il y a des concours qu'on fait dans ce sens-là aussi. Ceci, c'est un site d'événement à Aubange. Aubange, c'est de nouveau un village qui est sur la frontière. Il s'agissait de prévoir un terrain de festival, en fait, hein, on va dire ça comme ça. Alors on avait imaginé, ça devait être composé de containers, donc on n'avait pas vraiment un contrôle sur la forme architecturale, et on ne voulait pas faire du ressucé de certains projets d'empilement de containers qu'on avait tous bien connus déjà. Alors on a choisi une approche un peu plus enfantine, et on a décidé ça s'appelait en fait Fleur des champs, hein, chant comme chanson, c'était un petit peu bateau, mais ça c'était très beau. Et je dirais que ce projet-là, on l'aime bien parce qu'il est fait avec très très peu de moyens, mais il a quelque chose qu'on apprécie et qu'on essaye de faire toujours. Donc il y a une figure. Donc on essaie de. Enfin, quand je dis on essaye, c'est pas qu'on essaye, on revient toujours à des figures en fait. Certains ont appelé ça une forme de simplicité. Bon, en fait, nous on pense que c'est une forme de figuration. Et si le bâtiment ou le projet n'a pas le caractère d'un personnage, à un moment donné, on continue à chercher, c'est qu'on n'est pas arrivé quelque part. Voilà, donc ceci c'est un projet pour de concours perdu pour un institut de formation professionnelle. Donc en réalité, le terrain autour de cet immeuble était un champ d'exercice pour les machines de chantier. Donc c'était vraiment un projet aussi très, très sympathique, très amusant. Les élèves de cet institut allaient pouvoir utiliser des grues, des bulldozers et tout ça. Et on a trouvé ça très sympathique aussi, vraiment, de renvoyer ce bâtiment à cette personnalité, enfin à sa propre personnalité. Donc les bandeaux que vous voyez verticaux, ce sont en fait des échantillons, hein, de façade, de matériaux. Et donc chaque 2,50 m, le bâtiment présente un échantillon. On pouvait imaginer ça aussi de façon évolutive, mais ça devait pas, enfin évolutive non, ça devait pas. Disons qu'on pouvait imaginer qu'on allait élaborer ce projet avec le client, c'est ça que je veux dire. Et mais il fallait que chaque montant porte et soit donc un élément constructif, quoi. Alors on nous a dit, c'était la Fédération des entreprises de construction du Luxembourg, hein, qui ont organisé ce concours, et ils ont fait comprendre qu'ils n'aimaient pas trop l'art pour l'art. Alors on a compris que ça nous était destiné, mais on était un peu surpris parce qu'on pensait vraiment que c'était un projet quasiment marketing, quoi, pour eux. Donc il y a comme ça des malentendus qui sont presque impossibles à lever, mais enfin on y travaille quand même, hein. Alors on a quand même gagné un concours. C'était réservé aux architectes de moins de 35 ans. Et c'est un concours ouvert en une phase. Alors c'est le genre de concours qu'on ne gagne jamais, évidemment, mais là on l'a gagné. C'était un pavillon d'information pour le site de Belleval. C'est pour ça qu'on a eu l'autre projet aussi, parce qu'on avait fait ça un petit peu avant. Alors on a gagné ça quand on était à Bruxelles, hein, donc ça nous a un petit peu poussé de nous installer en bon opportuniste hein, à Luxembourg, puisqu'on nous donnait du boulot, on est allé là. On a senti qu'il y avait une certaine réceptivité par rapport à ce qu'on faisait,
c'est notre deuxième projet, c'est le premier projet public qu'on a fait, c'est très petit, mais c'est un projet qui a, je dirais, c'est un projet qui a été bien, comme c'est un projet très sympathique, il a été très bien médiatisé au Luxembourg, beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens sont passés par là, il y a tout le temps des événements, c'est des workshops, des conférences, donc c'est un lieu social très intensif, et puis ça représente aussi toute une idée de développement de cette région de Esch-sur-Alzette, qui est une région qui a souffert au niveau industriel, donc qui ont besoin. Donc, pour nous, c'est un projet. Bon, ça a été longtemps la carte de visite du bureau, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, par contre, le fonds Belleval, qui est le client pour ce concours, entre-temps, a construit des bâtiments pour la nouvelle université à Belleval, et on n'a pas été retenu une seule fois pour aucun concours. Alors, ça, c'est un grand mystère. Donc on pensait que c'était plutôt une bonne carte pour faire d'autres choses, mais ils pensaient que si on l'avait eu, c'était bon. Il ne fallait pas qu'on soit forcément une deuxième fois sur le site. Enfin, on imagine que c'est un peu ça. Mais voilà, ça s'appelle le Skip, ça fait 400 mètres carrés. Alors, c'est intéressant parce que suite à ce concours, on avait eu une démarche pour ce concours qui était vraiment... on a eu une démarche... extrêmement pragmatique. On a appris avec ce projet à gagner un concours en ne négligeant rien, c'est-à-dire en ayant au bout de tout le moindre virgule, le moindre détail d'un programme. C'était un petit exercice. Oui, bon, je passe là-dessus, j'y reviendrai peut-être. Et puis on s'est dit, si on fait comme ça, on va gagner à chaque fois, hein, ça marche. Si on ne néglige rien, ça va marcher. En fait, ça marche pas comme ça. Ça, c'est un autre concours, on a essayé de faire le même coup. C'est à Liège, en Belgique. En fait, c'est un bâtiment, c'est un musée. La boîte blanche, là, en bois, que vous voyez, elle entoure un bâtiment existant, qui est un ancien pavillon de restauration qui a été squatté par une association d'art brut, en fait. Hein, c'est une association qui collectionne l'art. Vous connaissez Lausanne, hein, donc l'art des handicapés mentaux, l'art des personnes qui font de l'art dans des institutions pour handicapés mentaux. Et donc, il fallait rénover ce bâtiment, faire une extension. Donc, on n'a pas fait une extension, on l'a entouré, on a transformé ce pavillon que la ville souhaitait au départ démolir, mais qui n'est pas non plus protégé. Hein. On l'a entouré pour en faire un objet, une sorte d'objet expérimental, un objet qui resterait donc intact, qui ne serait pas réisolé ou modifié ou rénové. Et on l'a entouré par une architecture en bois très pauvre, une architecture qui sert à faire des ateliers de... On a trouvé quasiment le même bâtiment pour un atelier de serrurerie à Luxembourg. Mais ça pouvait être très beau, on avait étudié les détails en bois d'une façon très économique et en même temps très minimaliste. Mais je pense que les maîtres d'ouvrage ont été un peu... donc là, ce que ça raconte, c'était un restaurant au départ, hein, ce pavillon. Il a toute une histoire. En l'occurrence, moi je travaillais comme étudiant, j'étudiais juste en face. Donc c'est un bâtiment qui est très cher, un peu comme le Skip, il a ce côté petit bâtiment, mais que tout le monde connaît, que tout le monde a fréquenté. Les squatteurs avaient installé un manège sur la toiture qui s'est à moitié écroulé. Donc beaucoup de gens ont des souvenirs, ont des images. Donc garder ce bâtiment, le remettre dans une vitrine, donc continuer à l'étendre, suivant sa logique interne, suivant son caractère propre. Bon, ça c'était des éléments de méthode du projet. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas vraiment cru que les espaces d'exposition qu'on avait proposés allaient fonctionner. Bon, je crois que c'est probablement un malentendu, comme d'habitude, mais c'était sympa, on réussi à utiliser une toiture extérieure pour en faire un lieu d'exposition performant. Ouais. On va un peu accélérer, ça dure un peu longtemps. Un petit peu plus vite. Hein. Donc ça c'est la Belgique. Hein. On fait beaucoup de concours en Belgique. On n'en gagne pas jusqu'à présent. On pense que c'est parce qu'on n'est pas assez proche, en fait. On pense que si on était plus proche, si on était plus souvent dans telle ou telle ville, on pourrait vraiment toucher dans le mille. Bon, on s'obstine un peu, mais c'est pas évident d'être partout à la fois. On n'est pas bon. Alors ceci, c'est un autre concours. On l'a mis à côté parce qu'il est carré aussi, et il est très schématique aussi. Donc il y a comme ça dans notre portfolio une série de projets très schématiques, très abstraits, où on a travaillé sur des typologies, sur des concepts. En fait, on aurait dû travailler sur le rectangle, si vous voulez, pas les deux carrés. Il n'y avait pas de faille prévue dans le master plan, dans le plan directeur de ce quartier. Mais on travaillait pour le fonds du logement au Luxembourg, donc c'est un fonds de logement social.
Donc on devait faire des petits appartements. Donc on a décidé de couper la masse de départ, le rectangle, en deux, de créer une faille de 4 mètres de large au milieu pour que les appartements bénéficient de 2 orientations. Donc des failles de 4 mètres de large dans des rues, dans des villes médiévales ou dans certaines cultures plus méridionales, c'est tout à fait OK. Mais ce projet, on a reçu des félicitations, si vous voulez, c'est comme à l'école. Il y en a qui nous ont donné 95 sur 100 et d'autres qui voulaient absolument pas voir ça au Luxembourg. Ils trouvaient que ça ressemblait à des choses qu'on fait vraiment dans des pays qu'on ose à peine nommer, quoi. Enfin, c'est quelque chose, ça a suscité des réactions incroyables. Pour nous, c'était pas, on n'avait pas forcément mis une dimension culturelle. On avait vraiment fait un projet abstrait, un projet très vraiment, on avait travaillé sur la typologie, sur l'économie. C'est un projet aussi à basse énergie. Et l'élément qu'on avait utilisé pour donner un réalisme à ce projet, c'était ces volets en bois, qui étaient un objet qu'on ne trouve plus, qui est un objet complètement anachronique, mais qui pouvait donner en fait un son, un toucher unique à ce projet. Et bon, ça nous a fait connaître un peu quand même. Donc vous voyez les 2 rectangles, on a été repris pour un autre concours juste en face, pour un bâtiment de bureau. Là, c'était un projet d'environ 9000 m². Et on a fait ça avec un promoteur. Là, ce sont des concours un peu difficiles parce qu'on doit être associé avec un promoteur. Et ça, c'est le rez-de-chaussée. L'enjeu ici, pour nous, ça a été de libérer le rez-de-chaussée. Le quartier en question, c'est le Kirchberg, c'est le quartier européen à Luxembourg. Et c'est un quartier où tous les rez-de-chaussée sont occupés par des banques et par des halls d'entrée. Et la plupart du temps sont entièrement stériles, occultés d'ailleurs. Et il fallait il fallait pas en fait, mais on est parvenu en manipulant le programme, en allant au bout des valeurs par défaut du programme, avec le promoteur, on est parvenu à libérer un rez-de-chaussée, à en faire un lieu public, un lieu d'événement, avec des petits lieux de restauration qui ont des formes un peu de blob, comme vous avez vu, qui sont des formes qui ne permettaient pas de faire autre chose, qui obligeaient l'occupant de faire là-dedans une fonction de restauration ou de café ou de bar. Et ça nous a permis d'optimiser les surfaces de bureaux aux étages, donc le promoteur était très content, et de proposer une typologie qu'on n'avait jamais vue au Kirchberg. On avait travaillé sur on a aussi essayé de faire une architecture qui se défend du soleil, mais dans sa forme, ce qui n'est pas toujours évident. Donc à la fois l'atrium réduit l'incidence des rayons sur le verre pour diminuer l'échauffement, l'effet de serre, et la façade est composée d'allèges qui montent progressivement, de sorte que la façade nord est très ouverte et la façade sud est très fermée et très profonde. Alors en fait, on a gagné ce concours, c'était génial, mais le promoteur a donné quelques millions trop peu, et donc c'est le 2e architecte qui a construit le bâtiment. Bon, ça c'était terrible aussi, évidemment. Ça nous aurait quand même permis de changer un peu notre statut à Luxembourg, mais ça n'a pas été le cas. Donc par contre, le fond du Kirchberg, qui gère ce projet, vous voyez, j'essaie de vous montrer attentionnellement comment les choses se passent. Bon. Ils nous ont donné un petit pavillon de 7 mètres sur 7, voilà, faites-nous ça. En fait, au début, c'était même pas un pavillon de 7 mètres sur 7, c'était, comme on dit en Belgique, une baraque à frites. Et on a réussi à en faire un pavillon de 7 mètres sur 7. Et en créant au premier étage de ce pavillon de 7 mètres sur 7 un observatoire, un belvédère public, donc un lieu, bon, ça fait directement référence à la tradition des folies, évidemment. C'était pas du tout comme ça que le maître d'ouvrage l'avait entendu au départ, il voulait vraiment faire un objet extrêmement utilitaire. Mais on est parvenu à dessiner, à raconter des choses sur ce projet. On est parvenu à leur expliquer qu'ils pouvaient modifier la perception du parc, qui est un parc peu connu et peu fréquenté, sans modifier le parc, mais simplement en posant un objet dessiné d'une certaine façon dedans. Voilà, ça a donné ça. Bon, c'est un projet qui n'a reçu encore aucune publicité d'aucune sorte. Je ne sais pas très bien pourquoi, alors qu'ils essayaient de faire ça pour attirer des gens dans ce parc. Mais néanmoins, il y a eu directement ce petit bâtiment a été directement identifié par les journalistes, par des acteurs culturels qui ont dit oui, c'est ça qu'il faut, c'est bien, c'est le bon caractère. Il faudrait qu'on fasse. Donc il y a eu des publications au Luxembourg sur ça, sur l'idée que au Luxembourg on peut faire l'architecture autrement. Alors bon, ce qui est particulier sur ce petit kiosque aussi, c'est la peinture.
travaille avec nos amis créateurs graphistes, créateurs graphiques. Donc on a sur plusieurs projets, on a travaillé, non pas en carte blanche, on n'a pas donné carte blanche à des graphistes, mais on a l'habitude de donner des façades, des éléments forts des projets pour une projection subjective différente de la nôtre, pour simplement donner une épaisseur au bâtiment. On a d'ailleurs, bon, je vais expliquer ceci, mais je termine sur on a constaté que quand on peint un béton, il est beaucoup moins attaqué par le tag, par exemple. Quand il y a une peinture sur un béton, ou quand il y a une peinture sur un panneau, quand il y a un travail graphique, il y a un respect qui s'installe. Bon. Alors ça, je reviens, on a changé de sujet, on est revenu, ce dont je vais vous parler ici, ça s'appelle un petit peu, ça s'appelle en fait Reclaim the Buildings. Les images que vous voyez là, c'est les images d'un appartement dans lequel on a habité à Bruxelles, ça s'appelle l'immeuble Gaucheret, c'est près de la gare du Nord. C'est un immeuble du début des années 70. Et ça a été pour nous un bâtiment, c'est un bâtiment qui fait environ 30 étages, on habitait au 23e, donc c'est une tour. Et je dois dire que je trouve qu'on devrait, après avoir vécu dans un bâtiment comme ça, je trouve que ça devrait être presque une expérience obligatoire, comme une sorte de service civil, hein, d'architecte, d'habiter 1 an au moins dans une tour, dans un IGH. Hein. Et on a eu il y a des films qui ont été tournés dans l'appartement. C'est un bâtiment dans lequel habitent 1000 personnes, donc on a pris part un peu à cette vie sociale. On a fait même des ateliers d'école de paysage sur les terrains vagues autour. On a documenté ce bâtiment, on a fait des conférences sur ce bâtiment. Et c'était à l'époque, c'était en 2001, c'était à l'époque où a eu lieu le sommet européen à Bruxelles. C'est une époque très chahutée. Les altermondialistes étaient très virulents à cette époque. Il y avait des manifestations très agressives et très fortes, des affrontements dans ce quartier entre la police et les manifestants. C'est un quartier qui sert aussi de base arrière pour toute la police. Donc on avait une vue cinématographique sur toute cette ambiance. Et d'ailleurs c'est aussi un quartier qui sert souvent pour le tournage de films parce que ça ressemble un peu à des paysages américains. Il y a une ambiance de violence, de prostitution permanente. Alors, c'était pas mal, ça nous a permis on a beaucoup discuté, on a invité des amis, des artistes, ça a été un lieu vraiment de réflexion, en même temps de vie. Maintenant, c'est vrai qu'après 1 an, on n'a pas pu... on a décidé de partir, parce que c'était un environnement tellement sollicitant et épuisant qu'on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on trouve un endroit pour pouvoir travailler un peu et faire autre chose. Je pense que... je ne sais pas si j'en parle très bien ce soir, mais je pense que notamment l'intérêt qu'on a pour cette espèce d'esthétique réaliste, l'intérêt qu'on a pour la photographie, l'intérêt qu'on a par moment pour certaines ambiances noires, pour le côté un peu... je pense que ça vient aussi d'éléments vécus. Alors, à l'époque, on était, donc, comme je dis tout à l'heure, on était journaliste, on était chercheur, on était un petit peu comme ça sur une scène culturelle. On était même très engagés, on était assez optimiste sur ce positionnement. On a passé beaucoup de temps à écrire, à dénoncer, à organiser des débats publics. Donc ça nous a occupé énormément. Comme rédacteur en chef, j'ai fait des numéros spéciaux dénonçant le résultat de l'urbanisme du quartier européen à Bruxelles. On a eu des moments assez forts. J'ai organisé plusieurs fois des cafés sur les pratiques architecturales, culturelles architecturales, pour stimuler de la part du politique un soutien, une subvention pour des initiatives, disons, ponctuelles. On a fait des enquêtes, on a fait des sites web. Ça s'appelait Pratique. Ça, c'est un projet qui a donné lieu à toute une campagne. En somme, le but, c'était de montrer qu'il existe un secteur culturel non marchand en architecture. À l'époque, c'était absolument pas reconnu au niveau politique en Belgique. Donc, c'était c'est un rapport qui était déposé dans les ministères. Alors, quand j'ai quitté les fonctions de journaliste, là, on était tout doucement en train de s'installer au Luxembourg. Les propriétaires, les promoteurs qui avaient acheté ce bâtiment, qui est au milieu, là, la cité administrative de l'État, c'est l'ancien siège de la plupart des ministères belges, à l'époque où la Belgique était encore unitaire. Hein.
nous ont demandé d'organiser un concours d'idées, en fait, de nouveau. Hein. On avait la réputation d'organiser des concours d'idées. On était un peu mal barré, mais enfin, comme je vous l'ai dit, on ne refuse rien. Donc, tout ce qu'on nous propose, on le fait d'une façon ou d'une autre, et on essaye de le détourner. Bon. Et on en a profité pour inviter quelques amis. On a bien sûr créé une fiction de ce projet. On a dit que ce n'était pas un concours d'idées, que c'était un groupe de travail, qu'on était en train d'élaborer des choses ensemble. Alors, on a invité notamment Julien de Smet, on a invité Kempetil de Amsterdam, on a invité S333 aussi, donc une série d'agences européennes qui ont eu un peu d'argent pour repenser ce site, donc moderniste, très dur, avec des esplanades battues par les vents, un bâtiment en plein centre-ville, mais très, très mal vécu. Donc on a lancé des métaphores, on s'est un peu agité là autour de ça, mais on travaillait pour un promoteur, donc c'était ça qui était intéressant aussi. Bon, ça n'a pas donné grand chose, mais je crois qu'en même temps ça a empêché ce promoteur de faire n'importe quoi, et ça a mis des éléments visuels et des éléments de projet incontournables, et aussi un imaginaire. Alors ça, c'était un peu un clin d'œil. À la même époque, on nous avait demandé de participer à une expo à Liège. Moi, j'ai étudié à Liège avant de faire le diplôme à Bruxelles. Et on a créé une fiction. Donc la fiction, le symbole que vous voyez là, la tour, fait référence au monument municipal, si vous voulez, qui s'appelle le Perron. Je vous laisse lire, c'est pas très compliqué. Vous l'avez eu le temps? Je le refais. Donc, ça a été un des premiers petits exercices explicite sur la fiction architecturale. Donc pour nous, de plus en plus, la fiction, à travers à la fois le réalisme, la notion de personnage, la fiction est devenue une question explicite chez nous. Donc on a commencé à travailler sur ce sujet. Donc ceci a d'ailleurs circulé après. Ça a été exposé à Paris récemment. C'est une toute petite chose, mais qui a été vue, qui a donné un petit peu. Ça a fait rire beaucoup de gens, évidemment. Mais donc la fiction. La fiction est devenue en fait une arme. On s'est formé avec ça. On s'est intéressé à ça. On a fait un projet qui s'appelle La ville menacée à Cologne. On était invité avec d'autres jeunes architectes européens pour proposer une vision sur des sites dans Cologne, des sites qui sont emblématiques de l'après-guerre des années 60, soit des bâtiments, soit des sites comme c'est un marché de gros. Et on devait, soi-disant, revisiter les utopies de ces années-là. Et nous, en fait, à l'époque, c'était en 2005. C'est marrant, ça fait pas très longtemps, ça fait 3-4 ans. Mais à l'époque, on a lu les rapports du GIEC, le groupe des experts du climat, qui aujourd'hui sont devenus prix Nobel, mais c'était pas du tout encore aussi connu à l'époque. Et donc on a fait un projet on a fait non pas une utopie, mais une dystopie. Donc on a réfléchi avec une connaissance, un chercheur, un climatologue de très haut niveau qui travaille en Italie. On a réfléchi à un scénario, bien sûr catastrophique, mais en même temps réaliste, à la fois social, politique et climatique pour cette ville. Donc basé sur des crues, le scénario d'une crue exceptionnelle du Rhin, malgré des mesures de barrage, des mesures de surélévation très importantes. Et on avait situé ça dans le siècle, on avait situé ça dans 100 ans, donc la ville dans 100 ans. Ça nous a intéressé de faire ce projet parce que pour une fois, on avait l'occasion de faire un projet d'architecture ou d'urbanisme qui ne soit pas un projet rêvé, pas un projet du monde idéal qu'on voudrait construire, mais de faire un exercice de regarder les choses en face et de dessiner aussi des éléments inacceptables ou des ruptures, des fabrications de ghettos, des abandons conscients de certains quartiers, la création de murs ou de séparation dans la ville, etc. Donc on a fait cet exercice et ça a été reçu d'une façon très paradoxale. Donc les gens avaient beaucoup de mal à définir notre position. Est-ce qu'on était pour, est-ce qu'on était contre, ce genre de choses. Et ça, je pense que ça fait partie totalement de cette idée de réalisme architectural.
on a gagné ce concours, heureusement. Ça n'a pas permis de transformer Cologne, malheureusement, ou heureusement. Le retour de l'énergie nucléaire, etc. Alors, bon, la fiction, aussi, bon, moi je suis belge. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, évidemment. C'est trop tard, je vous ai pas prévenu. Vous avez pas, bon. On devait faire un concours pour les archives et musées de la littérature. Donc, vous voyez, ça c'est bien. Parfois, le programme revient sur notre démarche. Donc, on avait été sélectionné pour faire ce concours. C'est un petit projet. C'est une petite fondation qui ne possède pas des fonds immenses, mais ils avaient l'occasion de construire avec l'argent du ministère de la Culture un bâtiment. Et donc on savait que le cœur de cette collection, c'était la littérature surréaliste belge qu'on lit et qu'on adore. Donc on s'est dit c'est l'occasion, c'est super, on va faire un bâtiment pour cette littérature. Donc on a fait un bâtiment qui était, je ne sais pas si c'est un personnage, mais en tout cas c'est une sorte de métaphore, c'est une sorte d'image culturelle. Donc on l'a associé avec certaines peintures qu'on avait en mémoire. On a essayé de trouver une forme qui serait une forme où à la fois la matière serait souple et dure à la fois. Coffre-fort contrarié, on l'avait appelé. Et voilà. Et en même temps, on avait un personnage urbain, c'était dans cette logique que l'ordre des architectes ne soit plus un organisme purement bureaucratique, mais une institution qui a un visage, hein, puis qui n'est pas forcément purement régional. Donc tout le monde pense un peu. Enfin, nous, on l'a fait en pensant au Japon, évidemment, mais ça n'a pas donné grand-chose. Le bâtiment qui sera construit est un bâtiment de bureau carré qui a été conçu pour pouvoir être reloué à n'importe qui. Donc, c'est pas du tout un bâtiment, disons, représentatif, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on a des clients privés qui viennent nous voir et qui disent j'aimerais que vous fassiez ça. On a un client qui est venu nous voir, il a un terrain à Luxembourg, il dit je veux une maison comme ça. Ça, c'était bien. Alors, on est en train de commencer, bon, il n'aura pas une maison comme ça, mais c'était sympa, quoi. Alors, on a fait une maison. En fait, c'est la maison, c'est une maison dans une petite ville, disons, pas une cité dortoir, mais une petite ville un peu à l'écart du centre. Ça, c'est la maison. Pour une famille qui souhaitait habiter en ville, dans une maison de ville. Ils souhaitaient vraiment acheter une maison des années 30, 3 ou 4 façades avec un jardin en ville. Mais au Luxembourg, ça n'est plus possible d'acheter ce genre de maison. Il n'y a que les banques et les notaires et les avocats qui peuvent faire ça. Et donc, ils ont trouvé un terrain dans un lotissement où on pouvait construire, et qui était libre de droit pour faire un projet d'architecte, hein, parce que c'est presque impossible de nos jours au Luxembourg. Et donc, on a travaillé avec eux pour leur faire la maison qui leur ressemble. Donc, on a vraiment essayé de faire une maison urbaine qui soit, par exemple, qui présente des murs mitoyens assez importants. Et on lui a donné un visage, et on lui a donné un visage qui, à la fois la distingue dans le lotissement, mais qui la rend très sympathique. Quoi. Donc, en plus, comme elle a un rôle comme ça un petit peu central dans ce quartier, elle est assez. Je pense qu'elle a trouvé sa place, et je pense que c'est un projet qui est bien vécu. Bon. Comme on avait travaillé sur la ressemblance, il y avait dans ce projet quelque chose des années 30 ou des années 20, donc il y avait un côté un petit peu nostalgique, peut-être presque l'os, il y avait des petites. On a pensé beaucoup à l'os à l'époque. Bon, la famille n'a jamais, c'était pas leur problème, je dirais, mais du coup, c'était un projet. Pour nous, ça restait un projet un petit peu comme ça, avec sa vie propre. Bon, on avait, je sais pas, il y a ce rapport d'un projet à l'autre sur le fait de dessiner la courbe à la main. Oui, c'est pour ça qu'on a mis ces images. Le skip, comme cette maison, sont des bâtiments dont les courbes sont dessinées à la main. Et on a eu souvent. On a essayé de remettre le skip, de le replanquer ailleurs, parce que ça n'a pas marché. Mais ce que je voulais dire, c'est que la courbe est dessinée à la main. Et ça, c'est aussi un élément intéressant, je pense, par rapport au réalisme, c'est que nos confrères qui n'ont pas gagné le concours du skip nous disent « Mais comment vous avez calculé cette courbe ?»
n'arrivaient pas à comprendre le calcul de la courbe en fait. Donc valeur par défaut toujours, hein, cette idée de valeur par défaut. Et on leur a dit on l'a pas calculé, on l'a dessiné, et on en a fait plein et on a pris une qui nous plaisait et on l'a construite comme ça. Et oui, mais il dit la courbe elle n'est pas vraiment belle quoi. Elle est un peu, elle est pas. Vous auriez dû la faire comme si. Et pourquoi vous n'avez pas fait la courbe comme ça? Et en fait, il se trouve que on s'est rendu compte, on a su après il restait 2 projets pour gagner ce concours. Et les 2 projets avaient pigé l'histoire de l'accès des personnes à mobilité réduite. Donc on avait fait une plateforme avec un petit cube au milieu, et c'était très facile à aménager, tout était libre. Mais le nôtre avait une courbe, l'autre était carré, tout plat, et donc on a gagné pour ça. Donc on a essayé de refaire le coup, comme je disais, ça n'a pas marché les fois suivantes. Alors ça, ce sont toujours sur la fiction. Ceci, c'était des images qu'on a fait pour Cologne avant de développer la vue d'ensemble que vous avez vu tout à l'heure. C'était un peu une sorte de mise en bouche qu'on devait faire pour, je sais pas trop, pour savoir sur quel site on allait travailler, je sais pas trop quoi, ou pour être sélectionné même, ouais, c'est ça. Et ils ont reçu ça et c'était évidemment on savait pas trop ce qu'on avait dessiné. En fait, on a envoyé les images qu'on avait reçues de ces sites à notre bureau d'image 3D avec un texte en décrivant l'ambiance qu'on voulait, et ça a été réalisé par ce bureau comme des effets spéciaux, si vous voulez, mais sans on l'avait dit, il faut une tour de tel, etc., il faut du sable, etc. Il faut telle ambiance, ça doit ressembler à tel type de paysage de science-fiction et tout. Et alors, ça n'a pas eu, pour nous, ce sont des exercices comme on en a fait d'autres avec cette tour ironique, surréaliste, là, à Liège. Mais en fait, on se rend compte que ne serait-ce qu'entre nous et nos amis avec lesquels on travaille au niveau des images, ou bien avec certains clients, ou simplement au niveau du bureau, ça crée un climat visuel, ça crée un registre visuel qu'on réutilise. En fait, on voit que ça revient, plus ou moins consciemment, ce sont des recherches qui donnent des résultats dans d'autres projets, en fait. Alors, ça va nous permettre d'arriver à un autre projet de concours, donc tout autant perdu que les autres. En fait, vous savez, je suis belge, mais vous entendez, je suis plutôt belge francophone. Hein. Mais en Belgique néerlandophone, en Flandre, il y a un dispositif de commande publique qui s'appelle le maître architecte flamand. Donc il y a une liste et ils sélectionnent, ils organisent en fait pour les communes ou pour différents organismes publics des concours. Et on a réussi à se faire sélectionner en tant que bureau luxembourgeois, parce qu'en tant que bureau belge francophone, on n'aurait jamais été sélectionné, je pense. Et ils étaient très surpris de voir qu'on avait réussi à les contourner un peu. Et ils nous ont demandé de faire une maison de jeunes dans une commune rurale à la frontière avec les Pays-Bas. Alors on avait un dilemme parce qu'on avait très peu de temps, très peu d'argent pour faire ce concours. Et c'était pas exactement le genre de concours qu'on avait imaginé faire pour le Vlaams-Bouwmeester. Et on s'est dit, ils nous demandent de venir. Il y avait 5 équipes, on était la seule équipe étrangère. Donc on s'est dit, ils veulent un projet. On est là pour faire les étrangers, quoi. Donc on est là pour faire un projet. Alors on s'est dit, on va le faire à fond. On va pas faire spécialement. Ça va trop vite. Je vais revenir un peu en arrière. On va pas faire spécialement un projet intégré au point de vue de la typologie, mais on va faire un projet tel que nous on voudrait vivre comme jeunes dans ce quartier. Donc on a libéré le rez-de-chaussée, on a donné à ce projet un caractère non localisé ou localisé ailleurs, enfin, comme si ce bâtiment appartenait à un endroit où on veut aller. Je pense que c'est une caractéristique, c'est pour des adolescents, donc ça nous semblait être une caractéristique forte d'un bâtiment pour des adolescents. On a travaillé avec un artiste sur les cerisiers du Japon, on les a mis en motif sur cette façade. On a proposé de planter un jardin de cerisiers du Japon à côté. Évidemment, on a constaté que le lauréat a construit un bâtiment, une petite ferme avec deux pans de toiture, si vous voulez. Donc à la fois on s'est dit c'est normal parce que le lauréat habitait à 70 km du village, donc juste à côté, et on s'est dit nous on a fait ce qu'on avait à faire. Mais enfin, malgré tout ça reste un peu un rendez-vous manqué avec la Flandre. Et ce qui est curieux, c'est que le projet a été publié vraiment, a été saisi par plusieurs publications dans différents pays comme ça.
Mais ça n'a donné, on n'a pas eu le moindre retour au niveau flamand avec ce projet. Donc on pense que c'est pas trop tard, on pense que ça va peut-être faire son chemin, mais c'est un rendez-vous manqué. Donc on a un peu suspendu nos candidatures avec le Vlaams Master quelques années, puis là on vient de renvoyer un dossier là récemment. Alors, ouais, on a fait un jour une expo à Bruxelles. Donc on a revisité nos projets, certains de nos projets pour cette expo. Ça s'arrête. Avec des amis graphistes aussi, on a joué un petit peu un cadavre exquis avec eux. On leur a proposé des projets, ils les ont découpés, ils ont mis des mots, on a rebondi sur ces idées d'association libre. Et ces projets sont devenus des panneaux qui ont été imprimés sur des formats de panneaux tels qu'on les a fait dans ces terrains que je vous ai montrés, ces terrains vagues, ces chantiers que je vous ai montrés. Ça a été fabriqué vraiment comme des panneaux de signalisation et on les a exposés dans ce musée. C'était en fait une expo des jeunes architectes émergents. Ah oui, j'ai pas dit ça. Nous sommes des architectes émergents. Ça fait maintenant, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on émerge. On a fait l'émergence au Luxembourg, on a fait l'émergence en Belgique. On était émergent, New Trends of Architecture, on est allé au Japon comme architecte émergent. Et alors, ça c'était l'expo des architectes émergents. Alors les gens ont cru vraiment qu'on se moquait un petit peu du monde, hein, bien sûr. Pas tout le monde. Heureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont apprécié la démarche. Tous ces projets sont des projets publics, hein, c'est des concours, ce sont des marchés publics évidemment. Donc je crois que ça restait un peu dans la tête de certains. Je ne sais pas si ça va les encourager de nous engager pour des concours parce qu'ils vont se dire qu'ils risquent d'avoir un peu un retour de manivelle, un retour de flamme plus tard. Enfin, c'est comme ça qu'on se fait une petite réputation. Puis ça nous a bien amusé, de toute façon, c'est le principal. Et alors, bon, c'est à peu près l'avant-dernier sujet que je voulais vous montrer. Le dernier, c'est donc un projet en Chine. Je crois que je ne suis pas le premier de vous parler de ce sujet. On a donc été contacté par email. Ça, vous connaissez déjà, je suppose, le début. C'est plus ou moins le même que pour d'autres bureaux. Par donc un artiste bien connu en Chine, Ai Weiwei, et par Herzog et de Meuron, qui nous ont demandé si ça nous intéressait de faire une villa de 1000 mètres carrés en Chine. On a dit ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, on n'y croyait pas, mais comme vous voyez, la fiction et nous, c'est pas forcément un problème. Donc, on s'est dit, c'est bon, c'est une fiction, c'est un roman, ça n'existe pas, ce paysage est complètement fou, mais c'est possible. Donc, on a commencé à travailler. Alors bon, néanmoins, on était assez mal à l'aise parce qu'on peut pas. Nous, on a beaucoup de mal à travailler sans contexte. Hein. Vous avez compris, le réalisme, le contextualisme, c'est ça. Donc là, on n'avait pas de contexte, donc on a ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un personnage, donc un client, donc de définir un profil d'utilisateur. Je trouve que ça va un petit peu vite, mais bon c'est bon là. En fait, on a le temps maintenant. Je pense que je vais ralentir un peu. Ouais. Voilà, donc on a décidé de créer un personnage, un utilisateur. On a acheté des bouquins. L'année passée, c'était encore avant la crise, il y avait beaucoup de livres sur les intérieurs des nouveaux riches chinois. On trouvait ça dans les librairies. Et donc on s'est documenté, on a beaucoup lu, on a regardé ce dont ils ont besoin. On s'est intéressé particulièrement au profil des collectionneurs d'art qui ont des collections immenses qu'ils stockent dans des appartements exigus à Shanghai ou à Pékin, qui sont tous à la recherche de lieux pour montrer leurs œuvres et accueillir leurs amis. On a aussi discuté lors du premier séjour avec Ai Weiwei, et beaucoup d'architectes lui ont demandé, bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse une architecture pour la Chine? Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose qui serait chinois? Est-ce que vous voulez qu'on fasse... Ils nous ont dit, pas du tout, on veut que vous engagez votre subjectivité, on veut que chaque bâtiment témoigne d'un point de vue, donc ça, on dit, c'est très bien, ça c'est bon pour nous. Donc on s'est dit, on va se mettre nous-mêmes en scène comme collectionneurs dans le bâtiment. Donc on a demandé à des amis artistes dont on possède des petites œuvres chez nous, des choses
qui n'ont pas forcément cette ampleur-là, de nous donner des œuvres au format virtuel. Donc les peintures c'est facile, les photos aussi, mais on a modélisé des œuvres conceptuelles qui n'existaient pas encore, et on a fait une collection privée, virtuelle, qu'on a mis dans cette maison pour en augmenter le réalisme, pour faire comprendre ce concept. Et on a déclaré qu'on souhaitait non seulement rencontrer le client, donc on ne souhaitait pas faire un bâtiment qui allait être vendu comme ça, mais qu'on souhaitait le rencontrer, et que si ça traînait, on souhaitait même le trouver nous-mêmes, et qu'on allait faire du marketing, qu'on allait aller chercher, qu'on allait retourner à Pékin dans des galeries pour parler du projet, le diffuser, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour qu'on puisse en fait terminer les finitions, la décoration du projet avec cet utilisateur. Alors, donc on est retourné en Chine, je suis retourné en Chine en décembre, donc sur notre propre initiative, et j'ai fait à cette occasion, j'ai visité des galeries, j'ai présenté le projet à des gens que je ne connaissais pas, qu'on m'avait recommandé. Bon, j'ai compris que le promoteur n'était pas encore prêt à faire cette démarche lui-même, il n'était pas équipé pour ça, mais que ça l'intéressait, qu'on pourrait éventuellement en reparler. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Alors, il y a une anecdote intéressante, amusante, c'est que pendant mon séjour en décembre à Pékin, on cherchait à embaucher une personne pour nous aider à améliorer un peu notre politique de concours et d'offres. Donc une personne pas architecte, hein. Et on avait reçu plusieurs CV, mais il y en avait un qui était vraiment très bien. Et il se trouve que c'était une chinoise. Donc on a, en fait, depuis le mois de janvier, on a au bureau une collaboratrice qui est chinoise, qui parle parfaitement le chinois et qui donc communique avec la Chine dans leur langue. Donc ils ne doivent même pas traduire tout ça, ils envoient tout en chinois et tout. C'est complètement surréaliste, hein, c'est vraiment surréaliste, mais c'est comme ça. Donc on ne sait pas ce qu'elle écrit du tout en Chine, on pense que c'est bien, mais elle a plein d'échanges téléphoniques et tout. Donc on va à des réceptions à l'ambassade de Chine au Luxembourg. Donc on a une sorte de truc. Cette coïncidence a ouvert un truc bizarre. Donc ça n'aura sans doute aucune suite puisque c'est comme ça. En général, ça ne vient jamais. On fait toujours des efforts très très forts dans une direction et ça ne vient jamais là d'où on pense. Hein, ça arrive toujours d'une autre direction. Mais enfin, pour l'instant, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet de plus ? On avait une parcelle orientée au sud qui est un cas assez peu fréquent dans les 100 villas du lotissement. On avait une grande parcelle assez longue orientée au sud. Donc, contrairement à pas mal d'autres projets, on a pu créer un jardin, on va dire à l'occidental, un vrai jardin avec la possibilité d'en faire un jardin de sculpture aussi, et aussi un jardin qui pourrait rentrer dans la maison et jusqu'à la piscine. On a aussi fait un projet qui, d'un point de vue de sa masse extérieure, était un projet sympathique, comme toujours, par rapport à ses voisins. Donc les pentes de cette toiture sont prévues pour simplement laisser passer du soleil côté sud, puisqu'on était particulièrement bien situé. Et comme cette façade avait un côté très, de nouveau, schématique, abstrait, hein, on a toujours ce problème au bureau, on aboutit toujours à des formes trop schématiques, hein, comme ça. Alors on a fait ce qu'on fait d'habitude, donc on a envoyé la façade à un copain artiste visuel, et on lui a demandé de réagir dessus, comme si ce bâtiment était en fait le thème c'était que ce bâtiment soit un mur d'autoroute, un mur anti-bruit en fait, hein, ou un mur. Donc il a fait différentes propositions, donc sur le thème du graffiti ou sur le thème de la coulure, le thème du béton qui est abîmé par le ruissellement, et donc ça a donné ce qu'on voit pas très bien là, mais ça a donné une façade en coulure. Et donc la toiture étant idéalement, j'espère qu'on y arrivera, une toiture dans un matériau donc en alu-zinc, qui serait un matériau qui garderait une teinte métallique naturelle. La peinture serait aussi une teinte comparable, et donc ce serait effectivement une métaphore d'une sorte de coulure, d'usure de cette toiture sur la façade. Vous en avez déjà combien ? Vous en avez déjà vu combien ici ? Quelques-uns ? Rotterdam, j'ai bien, c'est les japonais. Hein. Donc ça c'était pour dire aussi que la position du bâtiment
lui donner une sorte de point de vue sur le quartier des musées, le quartier du musée du promoteur, du grand patron. Voilà, j'ai presque fini. Je suis un peu en roue libre là. Le projet il se déroule un peu tout seul. Je pense que j'ai presque fini mon exposé. Voilà. Ah, voilà les coulures. Je vous remercie. C'est vrai que c'est très questionnant. Pourquoi on préfère faire les concours en blanc et tout ça. Je pense que ça a à voir avec cette tension entre cette abstraction, cette recherche de faire des formes extrêmement parlantes, des figures extrêmement claires. Et ça a aussi à voir avec le fait que ces bâtiments n'ont pas été construits. On a fait très peu de réalisations jusqu'à présent. Donc pour nous, il y a. Certes, c'est quelque chose qu'on avait écouté constamment, on s'en est rendu compte il y a quelques temps, on travaille dessus. Mais on met en place on va dire une forme abstraite, un schéma. Puis si c'est bon, si ça remplit, si ça répond à toutes les valeurs par défaut, si ça répond à toutes les contraintes, alors ce bâtiment peut recevoir une touche de réalisme. C'est un peu ça l'idée. C'est que finalement un grand nombre de paramètres qui sont les nôtres, on doit gérer pour résoudre l'énigme de ce projet. Mais si c'est juste un projet, si juste un dessin, il y a aussi toute partie de choses qu'on pourrait faire aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait faire avec le client, on pourrait faire en fonction des opportunités, des coïncidences, on pourrait faire. C'est un sentiment qu'on a très souvent, c'est qu'à un moment donné, on est allé au bout d'un truc, puis ça nous intéresse peut-être un peu moins momentanément parce qu'on a l'impression que tout est dit. Et que ce qui peut être encore dit, ça pourrait être aussi dit avec le client, ça pourrait devenir un jeu. Et les meilleurs que vous mettez souvent dans les vidéos, vous avez des complexes qui sont à la le blanc s'exprime ça comme une illustration, mais on l'a fait, par exemple la maison, la campagne, on l'a fait blanc. Parce que je pense qu'on voulait aussi se tester sur ce coup-là, vous avez vu quelque chose. Mais bon, ça veut rien, ça préjuge, je crois que ça préjuge de rien par rapport à. Si je pense que quand on n'a pas une meilleure présentation, on met en blanc. Le pavillon jaune, on l'a mis en jaune. Au début, on l'avait dessiné en blanc. On l'a mis en jaune le dernier jour du concours. On ne savait pas si ça. Et on s'est rendu compte, on ne savait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte après, et les gens nous ont serré la main, ils ont bien vu le jaune. C'était la couleur du logo qui était sur la lettre, le papier en tête de l'invitation du concours. Ça, on n'avait pas consciemment. On a mis le jaune, ça c'est un jaune signal, jaune travaux. Là, c'était le jaune qui fonctionnait par rapport à. On aurait pu le laisser en. Pareil pour le cube, on a travaillé sur ce cube, c'était l'exercice. On avait d'abord fait le projet, maintenant c'est terminé, le cube, et puis on s'est trouvé avec un bâtiment en béton, on s'est fait les ingénieurs, on a fait en béton, en bois, donc on se trouvait avec le béton. Non, ça c'est.
faire beau, le béton brut, ça va, le béton. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au revoir par un artiste? Parce qu'au moins, c'est autre chose. C'est pas. Tout le monde a toujours pas. Beaucoup de gens ont compris ce geste-là de peindre un beau béton. Ça donne beaucoup plus de sens, mais je pense qu'on l'aurait fait. On travaille sur un lycée, on ne peut pas remontrer maintenant, c'est un peu tôt, mais par contre là, on est en plein dans la matière. C'est ce qu'on va construire. On est en train de faire le travail. On travaille sur des matrices de béton colorées, avec des gammes de palettes de couleurs. Et ça, c'est un projet qu'on fait tous les jours, tous les semaines, on avance avec le droit. On pousse, quoi. On essaie de l'année. Mais on pense, oui, il faut aller chez l'abstraction, c'est un problème. Toujours ce qu'on fait, on essaie toujours de le corriger. Pour l'instant, c'est pas trop facile à jouer. Non mais bon, on a un peu, on s'est volontairement privé d'écrire depuis au moins 5 ans. On a vraiment ça consciemment. Aussi pour éviter on a l'insécurité, c'est-à-dire que ce qui nous énerve de plus en plus, je ne sais pas, je vais énerver des gens dans la salle, c'est des casquettes multiples. C'est lié à ces contextes urbains où il n'y a pas forcément beaucoup de structures culturelles